Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur vos réseaux sociaux, sur votre télé, donc comme chaque soir, aucune excuse si vous passez à côté. Ce soir, je recevrai Didier Bic, président de l'AFMON, avec lequel nous évoquerons les stations de ski qui font leur rentrée, bien sûr, et le monde de la montagne qui se structure ces derniers temps. Également à l'affiche ce soir, le festival de cinéma et ruralité de la Biole en Savoie, qui s'apprête à fêter son 35e anniversaire. Enfin, nous continuerons à parler culture avec un autre festival, celui des empreintes sonores, qui débute dès ce jeudi en Haute-Savoie. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Et on commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Ce soir, c'est Clémence qui est avec nous. Bonsoir Clémence. Salut Manu. Et tout à l'heure, dans le JT avec toi, on va faire un focus sur les entreprises tarines. Et oui, quel avenir pour les usines de la vallée de la Tarentaise entre enjeux politiques, économiques et environnementaux. Les syndicats et les dirigeants d'entreprises se sont réunis à la Léchère ce mardi autour de la table de nombreuses interrogations et la nécessité pour eux de s'adapter à un nouveau mode de production. C'est ce qu'on va voir dans le JT. Et puis, deuxième titre de l'actu ce soir, le deuxième épisode de notre série de la semaine. Et oui, par Sébastien Germain, rencontre avec une couturière aux doigts de fée. Elle s'appelle Anaïs Fautra. Son truc, confectionner des habits pour enfants à base de textiles recyclés. Reportage complet, 18h30, tout pile. Merci beaucoup Clémence. À tout à l'heure. Je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité. Didier Bic est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. De rien. Alors, merci de m'inviter. Oh, c'est un plaisir. Vous êtes le président de l'AFMON, l'association des fournisseurs de matériel et services de la montagne, accessoirement vice-président de la CCI de Savoie, si je ne m'abuse, directeur général de Casbauer. Oui. Beaucoup de casquettes, vraiment un bon pied dans la montagne. Voilà, elles ont toutes ce point-là en commun. C'est déjà montagne. Pas mal, ça fait pas mal, justement, tous les points vont dans le même sens. L'AFMON créé en 2008, oui. Donc ça commence déjà à faire un peu plus de 10 oui, ans d'expérience. Oui, on a fêté les 10 ans l'année dernière, voilà. Pour finalement une volonté, à ce que j'ai compris, de structurer toute la filière de la montagne française. Voilà. C'était une nécessité? Oui, c'était une nécessité. Alors l'AFMON est né sur une idée, on va dire, un petit peu anecdotique par rapport à ce que c'est devenu, qui était un moment de uniformiser ou en tout cas mettre en cohérence l'ensemble des salons de la profession, puisque les fournisseurs que nous sommes, on était sollicités pour différents salons de droite et de gauche qui nous mobilisaient notre personnel et des fois avec une certaine redondance. Donc on avait décidé de voir tout le personnel, enfin toutes les sociétés et toutes les associations qui organisaient des salons et pour les mettre un petit peu en cohérence. Finalement, ça ressemble un peu à un syndicat professionnel, mais version très très vaste. Oui, alors effectivement, on a une mission qui est tout à fait similaire à celle d'un syndicat professionnel. En revanche, on n'en est pas un, puisqu'en fait, nous n'avons pas de convention collective qui rassemble tout le monde. Chaque profession et chaque métier a sa convention collective. Trop diverse au niveau des secteurs d'activité, c'est ça ce qui empêche ou... Oui, c'est-à-dire qu'on est sur des professions vraiment différentes, avec des collections différentes, la métallurgie, le Syntec pour les bureaux d'études. Voilà, on a un certain nombre de conventions collectives, donc c'est trop compliqué. Par contre, on est sur des problématiques communes autour de la montagne et de l'aménagement de la montagne. Alors justement, l'une des missions justement de l'AFMON, c'est de porter, défendre les problématiques communes à toutes les zones d'altitude des stations et notamment structurer la profession. On en revient finalement à là. On avait un peu de retard sur les autres voisins européens à ce niveau-là? Alors, c'est vrai qu'en Autriche, cette association existe depuis beaucoup plus longtemps que nous. Elle est née de la même réflexion et elle est partie de la même idée. Elle a évolué un petit peu différemment puisque c'est elle aujourd'hui qui organise notamment le plus grand salon de la profession l'Assemblée générale des exploitants de domaines skiables. Nous, on n'est pas arrivé jusque-là aujourd'hui. On n'est pas à ce point-là, mais on a orienté nos actions sur d'autres points forts qui rassemblent aussi toute la profession, des problématiques communes, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient administratives, légales, etc. Alors aujourd'hui, il y a plus de 75 membres. Est-ce que j'ai à peu près calculé au sein de Oui, on est même à 90. Oui. Même à 90, autant pour moi, excusez-moi. Beaucoup d'entreprises, mais également des sociétés d'exploitation ou juste fournisseurs? Non, on est vraiment que sur des entreprises. On a peu aussi de structures socio-professionnelles. En fait, à l'origine, on rassemble simplement des entreprises autour de problématiques communes, on n'a pas forcément de structure, association ou des membres des institutionnels.
on n'a pas ça. Ça, c'est réservé un petit peu au cluster montagne, puisque à l'actif de l'AFMON, il y a la création du cluster montagne. C'est-à-dire que c'est l'AFMON qui a créé le cluster montagne en 2011 avec la CCI de Savoie à l'époque, et puis la structure d'origine qui était France Neige International. En fait, l'AFMON est resté concentré sur des problématiques françaises, et on a décidé, pour traiter des problématiques internationales, et notamment le développement à l'international des entreprises et des membres, de poursuivre l'action de France Neige International en créant le cluster montagne, qui s'est élargi aussi à d'autres choses aujourd'hui, le cluster, puisqu'il traite évidemment du développement, de l'innovation, etc., qui est une mission qui est un petit peu différente de la nôtre aujourd'hui. Alors, je vais me permettre une question assez vague, mais aujourd'hui, quel est le futur justement de nos montagnes, des acteurs économiques de la montagne? J'imagine que c'est l'une des problématiques sur laquelle vous vous penchez. Comment on s'imagine à 10-20 ans dans le futur? Bien sûr, ça fait partie des missions effectivement de l'AFMON de traiter des problèmes actuels, immédiats, mais également de réfléchir un petit peu sur notre devenir à nous, alors aux stations et par conséquent à nous fournisseurs, parce qu'il y a des fournisseurs qui sont capables de se diversifier. Transport par câble, fait du transport pour les stations, mais pas seulement, beaucoup dans le tourisme et de plus en plus dans le transport urbain. Des acteurs un petit peu comme nous, Casborer, on est très mono-métier. Donc effectivement, les stations, aujourd'hui, elles ont plusieurs choix en fonction de leurs orientations qu'elles souhaitent. Effectivement, il y a l'équipement lui-même en station qui permet de pérenniser un petit peu le ski et d'en prolonger avec un développement 4 saisons. Le développement. Alors celui-là, il est exclusivement concentré sur le domaine skiable lui-même, avec une orientation un petit peu différente de ce qu'on faisait avant. Avant, les skieurs venaient faire des kilomètres de piste. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de ludiques. Les enfants adorent les snowparks, etc. Les ados aussi. Donc on a une clientèle qui skie tout à fait différemment. D'ailleurs, on le voit sur le modelage des pistes qui est tout à fait différent de ce qu'on faisait avant, sur le damage. Et puis, il y a effectivement l'activité 4 saisons, qui est une diversification et un complément indispensable à l'activité d'hiver. Plus indispensable pour les stations de basse et moyenne montagne, puisqu'effectivement, il faut aujourd'hui réorienter un certain nombre de choses, mais on ne quitte pas le métier de base sur un certain nombre de stations, parce que c'est quand même ça qui leur permet de financer aussi et de maintenir d'abord l'emploi à l'année, et puis de maintenir le financement pour développer ces activités d'été. C'est-à-dire qu'on peut compter sur des aides éventuellement pour développer les activités d'été, mais c'est encore mieux si on peut encore se servir de l'argent qui est gagné encore l'hiver pour financer le développement d'activités d'été. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le renforcement des activités d'hiver, parce que ça reste quand même le cœur de métier, en tout cas pour un certain temps. C'était une volonté de tous ces acteurs économiques, justement, de se regrouper, d'avoir une structure commune, finalement, aussi pour faire poids dans la balance, quand il y a des décisions qui sont prises? Absolument, parce que ça représente, cette filière-là de la montagne, représente un nombre de saisonniers chez nos clients, je crois que c'est de l'ordre de 130 000 chez les exploitants. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'emplois aussi chez les exploitants, chez les fournisseurs, pardon, qui ne sont pas forcément exclusivement sur la montagne. Ils peuvent avoir d'autres métiers, mais en tout cas, sur la partie montagne, il y a beaucoup d'emplois à la clé. Les domaines skiables, c'est vraiment un métier d'investissement. C'est-à-dire que l'investissement, chaque domaine skiable investit entre 20 et 30, voire 40% de son chiffre d'affaires sur l'aménagement des domaines skiables. Donc c'est un métier extrêmement capitalistique en termes d'immobilisation de matériel. On arrive à l'entrée de la saison, une des périodes clés. Alors même si on se garderait bien de savoir quelle va être la tendance, quel va être l'enneigement pour l'hiver, j'imagine que pour tous les membres de l'AFMON aujourd'hui, c'est un peu la période de rush. Oui, c'est la période de rush. On a notre thématique de campagne aujourd'hui, c'est une campagne qui s'appelle Anticiper, c'est gagner, où on essaie de convaincre les exploitants qui ont beaucoup de contraintes administratives, financières, etc. Mais on essaie de les convaincre de commander le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir livrer à temps en saison, puisque Noël, ça tombe toujours le 25 décembre et les vacances commencent à peu près toujours au même moment. Donc la date de commande, quelle qu'elle soit, on sait qu'il faut livrer à cette date-là. Donc on essaie de convaincre pour des problèmes de sécurité, d'économie, de choix éventuellement techniques des stations également. Donc, un tas d'avantages qui font que quand on commande tôt, on travaille dans de meilleures conditions et à moindre coût et en sécurité, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, en prenant en terme les critères environnementaux, ce qu'on n'a parfois pas le temps de faire quand on est un petit peu pressé par le temps. Donc voilà, cette campagne, vous avez bien fait d'en parler, mais c'est une campagne qui est très importante pour nous parce que tout le monde est gagnant sur ce genre d'action. Justement, une saison, ça s'anticipe combien de temps à l'avance pour un professionnel? On sait qu'elle va arriver, on sait que les premières neiges sont courant automne, on connaît les dates d'ouverture des domaines skiables. Oui. À combien de temps en amont on commence vraiment à s'intéresser tout dépend des métiers, parce que c'est vrai que les planifications de remontée mécanique,
mécanique, de retenue collinaire, d'enneigement, de système d'enneigement. Ça demande d'être inscrit dans des SCOT. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont assez longues, des processus qui sont assez longs. Donc, c'est 2 voire 3 ans avant pour pouvoir envisager une nouvelle remontée mécanique. Le reste, plus c'est envisagé tôt, tant mieux. C'est-à-dire le remplacement d'engins de damage, pour parler d'un métier que je connais. Si on peut l'anticiper et le programmer sur 1, 2, 3, 4 années, voire 5, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on fait le programme de renouvellement. Après, il y a toujours des aléas qui font que ça doit être modifié. Mais en général, on va dire qu'après les vacances de février, les exploitants ont déjà une bonne idée de comment va se terminer la saison, même si la fin de saison joue aussi. Mais normalement, ils doivent avoir déjà... être proche de la décision sur des projets qui ont déjà été évidemment anticipés et réfléchis. On dit voilà, on a ça à faire. Par contre, la décision de savoir si on fait ou si on ne fait pas, je ne parle pas des remontées encore une fois ni de la neige, mais ça peut se décider, on va dire après les vacances de février, on sait déjà à peu près où on va. Oui. Ce qui laisse un petit moment quand même pour anticiper. Ce qui laisse un petit moment, mais c'est vrai que comme tout le monde décide en même temps et puis qu'on est vraiment très saisonnier, c'est important une fois qu'on a ces informations-là sur on va dire le bilan de la saison, même s'il n'est pas complet, c'est important de prendre la décision à ce moment-là, oui. Merci beaucoup Didier Bic pour toutes ces réponses avisées. Je vous garde encore une petite minute si vous le voulez bien, car vous le savez, cette année, on fait réagir nos invités à des actualités tirées des colonnes de nos confrères. Et aujourd'hui, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, je vous avoue. J'ai sélectionné un article de nos confrères de France Bleu Pays de Savoie qui s'attarde sur les récentes chutes de neige en altitude, 30 cm à 2000, près d'1 mètre à 2005. Bref, des conditions idéales pour ravir tous les community managers de nos stations qui ont débuté le travail de communication et qui a également permis aux équipes des remontées mécaniques de sortir les dameuses et de commencer à traiter la sous-couche, car oui, à cette époque, l'or blanc se transforme rapidement en gobelet et devient plus difficile à travailler. Alors, c'est vrai que sur la toile, on a vu d'innombrables photos de toutes les stations, de tous les domaines skiables qui communiquaient. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, ce développement, ce côté un peu viral de l'information dès qu'il y a trois flocons? Pour nous, professionnels de la montagne et des sports d'hiver, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on constate qu'aujourd'hui, les réservations se font de plus en plus tardivement et il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait ou qui n'y pensent pas ou qui pensent à d'autres destinations concurrentielles comme les tropiques. Et le fait de montrer des montagnes enneigées, c'est extrêmement bon parce que ça booste les réservations. Les gens se disent « Ah, c'est vrai, il faut que je réserve mon séjour ». Donc pour nous, c'est très très bon. Et pour l'activité économique de la montagne en général, c'est très bien d'avoir de l'information très tôt sur la neige qui tombe en montagne, oui. C'est vrai que de notre côté, un peu Savoie, Haute-Savoie, on l'attend avec impatience, mais dans le reste de la France, voire à l'étranger, les gens ont tendance à oublier que les montagnes existent, que les vacances d'hiver existent ou... Non, ils n'ont pas tendance à l'oublier, mais c'est vrai qu'ils se posent un petit peu plus de questions. On a eu des années sans neige, et il y en aura encore, et donc le fait de voir que la neige tombe tôt, cette année j'y vais, j'hésite parce que je ne sais pas s'il y aura de la neige à Noël, est-ce que je vais ailleurs? Non, je vois qu'il y a déjà de la neige, donc je réserve aujourd'hui pour Noël. Donc c'est important effectivement pour monter le taux de réservation et aussi pour l'anticipation, c'est-à-dire que pour que les hôteliers et tout le monde puissent se préparer pour la saison, c'est bien de savoir un petit peu s'il y a du monde qui vient avant le début de la saison elle-même. On est bien d'accord. Et puis pour être totalement complet, je vous embête encore une minute avec une petite revue de presse, une seconde, un petit coup de cœur avec de belles images et on passe d'encore plus belles. Vous le savez, tous les 2 mois, c'est le magazine Alpes Magazine justement qui nous livre un florilège des plus beaux panoramas des Alpes. Dans ce numéro 179 en vente en ce moment, on peut y découvrir de nombreux clichés qui font rêver justement, le Vercors, les aiguilles d'Arve ou encore le massif du Mont Blanc. Je vous engage à y jeter un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le détour, une immersion assurée. Voilà. Merci beaucoup Didier Bic d'avoir pris quelques minutes sur notre antenne. De rien, merci. Bon courage pour la saison qui s'annonce. Oui. Et on espère que la neige va tenir. Vous prêchez un converti. J'en attends pas moins. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et puis j'invite tout de suite sur ce plateau notre deuxième invité, Patrick Suche, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Festival de la Biole. Ouais. Une grande histoire, une grande expérience, 35 ans, on le disait il y a quelques minutes, 35 bougies. Alors déjà, bon anniversaire. Merci. Comment on gère un festival qui a autant finalement d'ancienneté? Comment on gère un festival qui a un ancrage si fort dans son territoire aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous faites pas dépasser, je commence avec les questions pièges, comme ça on est tout de suite dedans, par finalement cette notoriété? Tout le monde l'attend chaque année, le Festival de la Biole. C'est une grande chance. Je pense qu'on a acquis un certain savoir-faire dans l'organisation de ce type de festival. On reste une petite équipe. C'est un festival qui est géré par 25 personnes, 25 bénévoles.
qui travaille à peu près 10 mois sur 12 pour le préparer et l'amener à son terme. Donc on accouche ce soir, on démarre ce soir. Donc on a toujours un petit peu de pression, mais la pression qu'on avait au début, c'était par rapport à la taille de la salle. Là, on a une salle qui fait 500 places, qui peut accueillir du monde. Donc c'est très très exceptionnel si on refuse des spectateurs. Donc on est prêt, tout est prêt et on aborde cette édition avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme comme chaque année. On le rappelle pour ceux qui découvrent le Festival de la Biole, c'est le festival de la ruralité, du cinéma et de la ruralité. Il y a toujours autant à dire. C'est vrai que quand on pense ruralité, on a tendance à penser au temps d'antan, à l'histoire de notre territoire. Pourtant, ça concerne aussi énormément de monde aujourd'hui. Et notamment, un terme à l'honneur cette année, c'est la place de la femme dans la ruralité. Oui, alors c'était pas forcément voulu au départ, c'était pas un choix délibéré. Chaque année, on voit à peu près 75 films pour faire la sélection, donc on en retient à peu près 1 sur 4. Et je pense que c'est peut-être un signe des temps que cette année, il y a beaucoup de très bons films réalisés par des femmes et beaucoup de très bons films avec des femmes à l'honneur. Pratiquement la moitié des films qu'on va passer sont sur cette thématique-là. Je crois que c'est pas un hasard. Mais c'est vrai que le cinéma rural, le cinéma de la campagne est un cinéma extrêmement dynamique, extrêmement riche, puisqu'en plus on va chercher nos films à la fois sur le territoire français, mais on est largement international. On passe à la fois des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires et de la fiction, donc ça nous fait quand même... Il y en a pour tous les goûts. Et on essaye en fait d'emmener les spectateurs sur un voyage qui démarre le mercredi, qui va jusqu'au lundi soir. Donc c'est important aussi d'être éclectique, de les emmener, de leur proposer différents angles. Donc il y a des films extrêmement gais, extrêmement joyeux, ce qui est aussi finalement une spécificité de cette année, parce que le monde rural vivait plutôt des heures sombres, et ça fait plusieurs festivals qu'on était sur des tonalités un petit peu tristounes. Et là, cette fois-ci, il reste encore un certain nombre de films un peu durs. Au nom de la Terre, par exemple, est un film dur. Il y en a d'autres. Mais on a quand même plusieurs films à tonalité positive, des films qui impliquent des jeunes derrière la caméra, devant la caméra, qui voient la ruralité avec un autre visage, qui sont en quête de sens. Et je pense que la programmation de cette année reflète un peu des choses, et je l'espère positif pour l'avenir du monde rural, c'est important. Alors vous le disiez il y a quelques minutes, ça commence ce soir, donc 6 novembre, ça dure jusqu'au 21 novembre. Non, 11. 11, pardon, excusez-moi. Petite coquille. Non. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de boulot, ça fait 21 films au total. Et justement, vous le disiez, il y avait beaucoup de films en présélection. Comment on arrive à faire le choix? Comment on arrive finalement à faire le travail de sélection qui doit être vraiment une partie importante du travail? Est-ce que c'est le message justement passé, la thématique, la qualité du film qui rentre en jeu? Tout ça rentre en ligne de compte. Donc sur les 25 bénévoles, il y en a à peu près 20 qui participent à presque tous les visionnements. Donc on apprécie la qualité du film, la qualité du travail du réalisateur, les sujets, parce qu'il faut qu'on réussisse à varier un petit peu les approches. On ne peut pas parler toutes les années des mêmes sujets. Les pays aussi, c'est un élément important. Il faut aussi qu'on jongle entre les films en version originale et puis les films en français, parce que les spectateurs aiment bien avoir une alternance entre les deux et qu'on n'ait pas tout l'un ou tout l'autre. Donc c'est un subtil dosage qu'on essaye de faire. Je vous disais, on retient à peu près un film sur 4 parmi ceux qu'on voit. Ça veut dire qu'il y a une production, qu'on a la possibilité de faire des choix et que ce sont des choix positifs. Ce ne sont pas des choix par défaut. J'entendais récemment une émission de cinéma national où les critiques évoquaient le fait qu'après Petit Paysan, après Au nom de la Terre, ils avaient l'impression que le cinéma rural était en train de s'installer un tout petit peu plus dans le paysage. Mais en fait, ils ne savent pas, visiblement, qu'il y a une bonne entre 70 et 100 films sur cette thématique-là qui sortent chaque année et que c'est un cinéma extrêmement riche, extrêmement dynamique. Ça, c'est sûr. Je pense que le grand public n'en a pas conscience, en effet. Et c'est grâce à des événements comme vous que, justement, on arrive à se faire une idée générale de toute cette filière. Une petite dernière question, si vous le voulez bien. C'est un autre des volets importants du festival, un peu son ADN. C'est l'accueil du jeune public et un travail avec les écoles qui est mené. Il y a un travail avec les écoles. Alors, il y a
toutes les années, on invite toutes les écoles à partir du cycle 1, cycle 2, cycle 3, 6e et 5e à une séance de visionnement. Donc c'est une séance qui est offerte à tous ces écoliers par le festival. On fait en sorte de leur donner l'accès à tous au moins une fois et souvent plusieurs fois au long de la scolarité pour découvrir du cinéma. Et puis aussi, on finance la réalisation d'un générique par une classe, en général une classe d'école primaire. Donc cette année, c'est l'école de Saint-Giraud qui a réalisé, qui a co-réalisé le générique avec Yann Bertin de Cinébus. Et donc le générique sera diffusé tout à l'heure en avant-première. Et on a hâte de voir ça. Dernière petite question, si on veut se greffer à l'aventure au cours de route, il reste des places pour cette semaine ou... Il reste des places, il n'y a pas de problème. On a aussi mis en place un système de restauration parce que les gens viennent de plus en plus loin en fait nous voir. C'est très bien. Donc on leur offre aussi la possibilité de rester déjeuner dans une ambiance sympa, conviviale. Donc le vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, ils peuvent venir et rester manger et on leur conseille même de réserver parce qu'il y a du monde. Tant qu'à faire. Ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Patrick Suge d'avoir été avec nous. Bon courage pour cette semaine. Merci beaucoup. Et puis on est amené à se revoir assez vite. Merci avec beaucoup. Plaisir, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. J'invite tout de suite notre troisième invité. D'ailleurs, les liens se font tout de suite puisque Guillaume Veillet, bonsoir. Bonsoir. Est avec nous du festival Empreintes sonores, donc de l'association Terre d'Empreintes. Et je crois que vous avez un petit lien avec l'invité précédent puisque vos deux événements sont tout simplement en collaboration. Voilà, à partir de cette année, on a entamé un partenariat pour la clôture du festival de la Biole, donc c'est lundi prochain, lundi 11 novembre. Et bien on travaille ensemble. Il y aura un film dédié aux musiques et aux danses traditionnelles qui s'appelle Le Grand Bal, qui est un joli documentaire de Laetitia Carton qui a été présenté à Cannes l'année dernière et donc qui fait la clôture de cinéma et ruralité à la Biole. Et à l'issue de cette projection, on organise un petit bal avec au répertoire des danses traditionnelles. C'est le groupe La Gigouillette de Rumilly qui viendra initier le public présent aux danses traditionnelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, les passionnés sont les bienvenus aussi. Voilà, tout ce qui est tradition, tout ce qui est terroir, ça vous connaissez bien, puisque c'est un peu le projet initial, le projet artistique de l'association Terre d'Empreintes, qui est fondé sur la mise en avant des empreintes et des identités culturelles de notre territoire. C'est tout un programme. Et vous avez deux temps forts dans l'année. En hiver, ça arrive bientôt, donc c'est Empreintes sonores. En été, c'est l'Esprit des bois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau dans les valeurs, dans justement le côté culturel local. Comme on le disait en préparant cette émission, on n'est plus trop sur les corps des Alpes, sur l'accordéon, ça va vachement plus loin que ça. Oui, alors c'est vrai que l'asso, elle a 20 ans maintenant, elle a été fondée par des artistes, dont des gens qui avaient déjà vraiment une envie de découvrir plein de choses, de ne pas rester cantonnés, ils n'avaient pas d'œillères. Ils travaillaient beaucoup sur la création sonore. Je dis ils parce qu'à l'époque, je n'en faisais pas partie, ça fait une dizaine d'années que j'ai rejoint l'association. Et bon, la création sonore, ça veut dire musique électroacoustique, ça veut dire création à partir de sons qu'on a pris dans la nature, dans la forêt. Et ça les a fait peu à peu s'intéresser au patrimoine sonore et musical des pays de Savoie et des Alpes. Et le constat était qu'on a, c'est vrai, plein de clichés en tête sur ces musiques. Si on demande à quelqu'un dans la rue c'est quoi une chanson savoyarde typique, on dirait Étoile des Neiges. Étoile des Neiges, c'est une chanson de variété qui a été popularisée par Lynn Renaud dans les années 40. Et c'est pas parce que ça parle d'un Savoyard que c'est une chanson traditionnelle savoyarde. Pareil, les chors des Alpes, le chant tyrolien, comme on entend parfois. Je ne porte pas de jugement de valeur sur ces pratiques, mais en tout cas, elles sont arrivées récemment chez nous. C'est-à-dire qu'elles ont été importées dans nos fêtes folkloriques de nos voisins suisses. Et si on regarde ce qu'il y avait un peu plus anciennement, la vie musicale de nos grands-parents, arrière-grands-parents, dans les campagnes de Savoie, on trouve des pratiques musicales tout à fait passionnantes, notamment le chant polyphonique. On a oublié que comme en Corse, comme au Pays Basque, en Savoie, les gens chantaient naturellement à plusieurs voix. Il y a de très beaux enregistrements anciens qu'on essaye de mettre en valeur. Il y a encore des gens qui savent chanter en polyphonie, mais enfin la pratique se perd un peu. L'instrument typique, c'était le violon. On va l'an prochain sortir un livre sur les violonneux de Savoie. Ça va être une découverte musicale pour les passionnés. Voilà, donc on essaye de faire redécouvrir ça, notamment à partir d'une collection de livres-disques qu'on a lancée en 2011. Qui a été primée récemment d'ailleurs. Oui, qui a eu un coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Donc c'est une reconnaissance nationale dont on est très fiers. La mention patrimoine vivant qu'ils nous ont donnée aussi correspond très bien au travail qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'à la fois on réédite des archives anciennes qu'on a souvent numérisées parce qu'elles étaient sur des bandes magnétiques ou des cassettes.
elle datait de 30, 40 ans. Mais on va aussi aujourd'hui encore à la rencontre des gens, on voit là à l'antenne la couverture du livre Ekapoué consacré à l'albanais, hein, c'est le dernier paru dans nos collections. Donc on va à la rencontre des gens aujourd'hui qui ont encore une mémoire musicale, qui nous chantent des choses ou qui nous transmettent la chanson parfois du papa, de la maman, et donc ça leur fait l'occasion parfois de la chanter pour la première fois. Et voilà, donc on va essayer d'en sortir beaucoup d'autres encore parce qu'il faut rendre ça disponible aux jeunes générations pour qu'elles se les réapproprient. Alors justement, ça fait partie des possibles spectacles et œuvres qu'on va pouvoir voir lors d'empreintes sonores. Oui, bien sûr, parce que donc d'autres... voilà, cheval de bataille, c'est ce patrimoine musical alpin, mais on est très ouvert au monde qui nous entoure et on aime faire rencontrer ces musiques avec celles qui viennent d'ailleurs, donc les musiques traditionnelles d'autres régions, d'autres pays, mais aussi d'autres esthétiques musicales. Il y a souvent des rencontres, je pense notamment à la Chambre Fibonacci, qui est un collectif de musiciens annéciens qui est un peu animé par Terre d'empreinte, où souvent des musiciens contemporains, des musiciens classiques jouent avec des musiciens traditionnels, notamment le groupe La Quinquerne, qui est un peu le groupe phare des musiques traditionnelles. On voit là l'affiche du concert La Quinquerne 45 ans, puisque dans le cadre du festival, on va fêter l'anniversaire de ce groupe qui est un des groupes doyens en France, hein, puisqu'ils ont été créés en 1974 et ils sont toujours en activité, notamment le monsieur qu'on voit au premier rang avec son accordéon, c'est Jean-Marc Jacquet, qui a fondé le groupe, qui fait toujours partie, donc avec la mairie de Faverges, dans un nouveau lieu qui s'appelle La Forge, qui est une ancienne usine transformé en centre culturel. On va fêter, donc ce sera samedi 16 novembre, pour quasiment clôturer le festival, on va fêter les 45 ans de la Quinquerne. Et on les recevra, les personnes de la Forge, ce vendredi, justement, pour en parler plus en détail. Eh bien, formidable. Et, comme quoi. On revient sur le festival. Oui. Juste pour rappel, c'est du 7 au 17 novembre, dernière ligne droite. Ça commence demain. Voilà. La tension monte, le stress aussi ou... Ah ben là, mes camarades sont en train de préparer le premier spectacle qui aura lieu à Mettey demain. On voit Louise Bouedo-Mallet, qui est une joueuse de viol de gamme, donc qui sera avec d'autres sur la scène. Ce sera dans une église, dans l'église Saint-Paul de Mettey. Donc c'est à la fois une rencontre entre les viols de gambe et des musiciens contemporains qui font des créations sonores. Donc on aura une diffusion en octophonie, c'est-à-dire que le public sera entouré par 8 haut-parleurs. Donc c'est une expérience sonore à vivre demain à Mettey. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'expériences sonores dans le cadre de ce festival, mais c'est presque beaucoup plus large que ça, puisque je disais, bien sûr, des concerts, des bals, des stages, mais même des balades comptées, chantées, des escape games ou des conférences. Il y en a finalement un peu pour tous les goûts. Comment on arrive à faire un programme aussi éclectique ? Alors déjà, on est passionné, donc on passe beaucoup de temps, et puis on connaît beaucoup de monde. On essaye de travailler en réseau. De faire travailler plein de gens ensemble. On en parlait avec le Festival de la Biole, mais on travaille avec beaucoup de monde. Chaque événement du festival, en quelque sorte, est une collaboration. On parlait aussi de la Forge. Il y en a d'autres. Il y a une très belle journée samedi 9 novembre, au pôle d'Albi-sur-Chéran. Autour du livre qu'on a consacré à l'albanais, Ekapoué, on va faire monter sur scène les gens qui ont participé au projet. Donc ça va de quadragénaires jusqu'à des nonagénaires, hein, des gens qui sont ravis de monter sur scène pour chanter leur répertoire. Et puis il y a des jeunes musiciens aussi, hein, comme T'inquiète la guinguette, qui est un groupe de Chénal et Frasse, comme Nicolas Jay, qui est un jeune auteur tout à fait intéressant, parce que lui, on le voit à l'antenne, il écrit et il chante en langue franco-provençale, donc ce qu'on appelle notre patois. Voilà. Local. Et il a appris cette langue à Rumilly, dont il est originaire, et il en fait des créations contemporaines tout à fait intéressantes. Donc ça, c'est le programme. Si on veut encore venir, pareil, il reste des places, les billets sont en vente sur place, sur Internet, comment ça se passe ? Oui, alors vous allez sur le site internet de Terre d'Empreinte pour avoir toutes les informations. Hein. C'est www.terredempreinte tout au pluriel.com. Là, vous aurez accès au programme détaillé avec pour chaque événement, il y a des infos différentes puisqu'on fait ça avec plein de partenaires. Certains ont leur billetterie, d'autres comme le concert de demain à Mettey, la billetterie sera à l'entrée puisque une église n'a pas évidemment de billetterie à l'avance. Voilà. Il y a un événement sur lequel je veux insister, c'est aussi la journée de dimanche 10 novembre. Ce sera à Cap-Péria, à Sénaux, parce que là, c'est de 10h à minuit. Hein, le Cap-Péria est ouvert et il y a plein d'événements. Vous parliez d'un escape game sonore, on va le faire en début d'après-midi. Il y a des jeux, des stands, des ateliers. Il y a le bal des familles à 17h. Ça, on fait ça en lien avec le dispositif musical Jonchère à Sénaux. Les enfants des écoles qui apprennent un instrument et qui viennent donc jouer en compagnie d'adultes et faire danser leurs amis, leur famille. Donc c'est parents et enfants qui dansent au son d'un orchestre
multigénérationnel en fait. Ça fait beaucoup d'événements et je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet pour le programme complet. N'hésitez pas. Guillaume, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'accélère un petit peu parce qu'on me fait signe qu'on va déborder sur le journal. Je suis navré, mais bien sûr, on se retrouve un peu plus tard. Tout de suite, c'est le JT, c'est juste après la pub. Restez fidèles. À tout de suite.